Bienvenue en Colombie, un pays marqué par une histoire aussi riche que tumultueuse. Je pense qu'il est essentiel de comprendre rapidement l'histoire de la Colombie pour mieux saisir la suite. Petite info que je ne savais pas du tout, avant d'être la Colombie que l'on connaît aujourd'hui, cette région faisait partie de la Grande Colombia, et ce jusqu'en 1903, un territoire qui comprenait le pays du Panama, de l'Équateur et du Venezuela. Je sais que vous avez sûrement une image préconçue de la Colombie, mais pour saisir ce qu'est la Colombie en 2025 et pour vous faire votre propre idée, il faut revenir un peu en arrière. En fait, depuis les années 60, les campagnes ont été progressivement abandonnées par le pouvoir. Pas de routes, pas d'école, bref, aucun soutien. Et pendant ce temps, les riches s'accaparaient toutes les terres, laissant des millions de paysans et de communautés indigènes survivre sur de minuscules parcelles quand ils n'étaient pas complètement sans terre. Suite à cela, en 1964, des guérillas communistes comme les FARC et l'ELN sont apparues. Et elles réclamaient des réformes agraires pour redistribuer les terres et réduire les inégalités. Et puis après, les paramilitaires sont arrivés, des groupes armés d'extrême droite censés lutter contre les guérillas, mais qui en réalité ont souvent collaboré avec les narcotrafiquants par la suite et participé à de nombreuses violences. Donc ce conflit, le plus long et meurtrier d'Amérique du Sud, a duré plus de 50 ans quand même, marquant profondément la Colombie avec des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés. En 2016, un accord de paix historique a été signé avec les FARC, offrant un nouvel espoir au pays. Enfin, un accord de paix, oui c'est vrai, mais pas pour tout le monde. Les tensions sont toujours là et tout pourrait basculer. On va en reparler très vite. Mais en tout cas, depuis cet accord, le tourisme a explosé et la Colombie s'efforce de tourner la page. Dans cette vidéo, on va comprendre comment la violence a façonné le pays, avant de sortir complètement des sentiers battus et vivre de magnifiques aventures, ce qui va aussi nous permettre de comprendre comment les Colombiens transforment leur passé en espoir pour l'avenir. Alors restez bien avec moi, car la Colombie n'a pas fini de vous surprendre. Allez, on part tout de suite en direction de Medellín. Est-ce que lorsque j'ai dit Medellín, vous avez pensé à Pablo Escobar? Eh bien, je comprends. En fait, depuis la série Narcos sur Netflix, l'image de cette ville et de la Colombie entière d'ailleurs reste liée à Pablo Escobar. Et ça en est même devenu une attraction touristique. Mais il faut savoir que cette association affecte profondément les Colombiens, qui voient souvent leur pays réduit à cette période sombre de leur histoire. Pour une grande majorité, Escobar ne représente que terreur et destruction, et la plupart ne souhaitent qu'une chose, oublier ce passé pour avancer. Mais on y vient. Medellín est une ville qui compte aujourd'hui 3,8 millions d'habitants. Vue d'en haut, elle s'étend à perte de vue, avec ses quartiers modernes au centre et ses collines où s'empilent des maisons en briques et en tôle, formant des sortes de bidonvilles appelés barrios. Parmi eux, la célèbre Comuna 13, un nom qui résonne comme un symbole de transformation et de résilience. Dans les années 90, ce quartier était connu comme le plus dangereux du monde. Situé dans une zone stratégique, la Comuna 13 est rapidement devenue un terrain de guerre où s'affrontaient guérillas, paramilitaires et narcotrafiquants. Jusqu'au début des années 2000, les rues étaient jonchées de corps, les habitants vivaient l'horreur au quotidien. Les rues étaient si dangereuses que franchir l'une d'elles pouvait coûter la vie. C'est ce que nous a expliqué cette femme, chez qui nous sommes allés manger, et qui a perdu son fils de 18 ans pour avoir franchi une sorte de frontière invisible pour retrouver sa petite amie. En 2002, le gouvernement lance l'opération Orion, une intervention militaire d'une violence extrême pour reprendre le contrôle de la Comuna 13. Hélicoptères, tanks, soldats. Pendant 3 jours, les combats font rage, laissant derrière eux un quartier traumatisé, et ce toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, bien que la Comuna 13 reste sous le contrôle des narcotrafiquants, elle a radicalement changé. Par exemple, si un habitant tente de voler un touriste, les narcos en prennent connaissance et appliquent une punition sévère qui peut aller d'une main coupée jusqu'à la mort. C'est une politique de terreur qui, paradoxalement, apporte une forme de sécurité. En fait, dans cette histoire, les narcos sont gagnants puisque le tourisme est une source de revenus importante pour eux. Mais c'est un autre débat. Dans la journée, c'est un lieu sécurisé et vibrant où l'art a pris le pouvoir. Musique, graphes, rap, danse et fêtes. Mais la nuit, la réalité est différente. Des frontières invisibles existent toujours entre les différents quartiers, personne ne peut y loger, à l'exception de 2 hostels, et les touristes doivent partir avant la tombée de la nuit. C'est une autre ambiance. De notre côté, nous avons eu la chance de séjourner dans l'un des rares hébergements de la Comuna 13, un lieu que certains taxis hésitent encore à rejoindre, marqué par son passé. Pourtant, sur place, l'atmosphère est apaisante, et nous nous sommes sentis plus en sécurité que dans le centre de Medellín. L'hostel del Cielo, créé par Thomas, un Français, a ouvert il y a 1 an. En plus d'accueillir des voyageurs, il soutient les familles locales, offrant un bel exemple de tourisme responsable. La Comuna 13, c'est donc bien plus qu'un quartier. C'est une histoire de violence, de résilience et de transformation, mais aussi une preuve vivante